Bonjour Olivier Faure, Bonjour. vous êtes premier secrétaire du Parti socialiste, vous êtes député sortant de la 11e circonscription de Seine-et-Marne, sous la bannière du nouveau Front populaire. Comment vous avez réagi à l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale? C'était difficile de comprendre quelles étaient les motivations du chef de l'État. On était dans un moment où l'extrême droite a atteint son score record, près de 40% des voix, et c'est le moment où le chef de l'État choisit de dissoudre, prenant le risque de voir l'extrême droite arriver au pouvoir 3 semaines plus tard. Donc c'était compliqué. En même temps, personne ne peut refuser le choix des urnes, et donc nous nous y plions et nous faisons en sorte que de cette occasion puisse sortir non pas le pire, mais le meilleur. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que nous organisions un nouveau front populaire qui permette, comme avec nos glorieux aînés, en fait, de réagir et de permettre de nouvelles avancées pour le peuple français. Le président Macron a justifié cette dissolution en affirmant que le peuple et la démocratie allaient pouvoir s'exprimer. Qu'en Ce sera le pensez-vous? cas, ce sera le cas. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment, ni même que la prise de risque soit nécessaire, mais maintenant c'est là, et donc nous nous confrontons au suffrage, et même pas peur. En fait, l'idée, elle est simple, c'est que il y a un risque réel que l'extrême droite, pour la première fois depuis Vichy, soit en mesure de conquérir le pouvoir, mais il y a aussi, face à ce péril, ceux qui sauvent, et ceux qui sauvent aujourd'hui, c'est le nouveau Front populaire. Comme vous le dites, le Rassemblement national n'a jamais été aussi haut. La faute à qui? La faute, elle est certainement très partagée, mais l'évidence, c'est que ce président de la République-là, qui avait été élu, puis réélu pour être celui qui fait barrage à l'extrême droite, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Et de dérive en dérive, lui-même en acceptant l'idée de reprendre la préférence nationale qui était le grand slogan de Jean-Marie Le Pen, il a lui-même mis un pied dans l'engrenage, et aujourd'hui ils sont tous dans une situation où les Français ont préféré l'original à la copie. Voilà, donc la faute est certainement partagée, mais la réalité c'est que jamais l'extrême droite n'a été à un niveau aussi élevé, lié aussi à une politique qui a donné le sentiment aux Français qu'ils étaient abandonnés. Je pense aux territoires ruraux, aux territoires périurbains, qui, loin de tout, ayant perdu leurs services publics, ayant perdu aussi leur pouvoir d'achat, et bien tous ces gens se sont trouvés à chercher l'alternative. Et comme Emmanuel Macron lui-même a cherché à favoriser l'extrême droite en la présentant comme la seule en mesure de lui faire face, évidemment, ce qui devait arriver est arrivé. Il a adressé une lettre aux Français dans laquelle il promet de changer sa manière de gouverner. Comment vous accueillez ce mea culpa? Ou est-ce que vous pensez, comme François Hollande, que le macronisme finalement est bel et bien mort? Mais c'est terminé. Je pense que les Français ont fait largement le tour en 7 ans de ce que pouvait apporter le macronisme, et la réponse, c'est rien. Et donc, on a vu au contraire un président qui s'est muré dans une forme d'autocratie. Il s'est lui-même proclamé Jupiter. Il a mis au défi l'ensemble des Français avec la réforme des retraites, avec maintenant la réforme de l'assurance chômage. Il a nié tous les pouvoirs intermédiaires que sont les collectivités locales, les syndicats, les associations. Il a cherché à gouverner seul, et il est aujourd'hui seul responsable de ce qui se passe. Il a eu des occasions à de multiples reprises. Après les Gilets jaunes, il avait lui-même proposé un grand débat. Il l'a transformé en grand monologue, et donc il a rompu le lien qui le liait aux Françaises et aux Français. Venons-en à l'union de la gauche. Vous avez réussi à la réaliser en l'espace de 4 jours, en mettant, Et 4 nuits. et 4 nuits, en mettant les rancœurs de côté. Raphaël Glucksmann la considère davantage comme un mariage d'oraison que d'amour. Mais ce qui est vrai, c'est que nous sortons d'une campagne des européennes qui était une campagne extrêmement difficile, où nous nous sommes opposés, parfois même opposés brutalement. Et c'était évidemment compliqué. Et c'était le pari du chef de l'État de se retrouver face à une gauche divisée. Mais ce qu'il ne sait pas, ce qu'il n'a pas compris, c'est que la gauche, dans toute son histoire, et depuis son origine, a toujours été au rendez-vous de la lutte contre l'extrême droite. Et il était inimaginable que nous n'arrivions pas à trouver le point d'équilibre qui nous permette de travailler ensemble à une alternative, ce que nous avons fait en responsabilité, avec bien sûr des sujets qui continuent à parfois nous démanger les uns face aux autres, mais nous avons fait le choix d'un programme qui permette de nous lier sur les 2 prochaines années et demie, qui sont celles pendant lesquelles nous aurons le pouvoir, puisqu'ensuite il y aura une élection présidentielle qui rebattra à nouveau les cartes. Quelle est la principale différence avec la NUPES?
Mais la NUPES, c'était 4 formations politiques qui s'étaient retrouvées pour faire face à une échéance électorale. Cette fois-ci, le nouveau Front populaire, c'est l'outil que se sont donnés toutes celles et ceux qui souhaitent donner une alternative et ne pas abandonner le pays aux mains de l'extrême droite. Donc nous ne sommes pas seuls. Il y a bien sûr des formations politiques nombreuses, mais il y a aussi des syndicats, il y a aussi un certain nombre de personnalités du monde économique. Je pense au fait que, par exemple, le programme du nouveau Front populaire a été validé par des personnalités aussi peu éminentes que Esther Duflo, prix Nobel d'économie, que Thomas Piketty, que le monde entier lit, que Gabriel Zucman, qui a été un des inspirateurs de la campagne de Joe Biden, que Michael Zemmour, qui a été celui qui a décrypté avec force et intelligence la réforme des retraites. Bref, nous avons cherché à nous entourer, ne pas être dans un espèce de vase clos, et même ce que nous nous engageons à faire, si nous sommes demain majoritaires, c'est à continuer à diriger ce pays, non pas seulement avec un carteron de parti, mais avec des femmes, des hommes qui doivent nous accompagner. Et moi, le gouvernement que je souhaite que nous puissions former, c'est un gouvernement qui ne comprendra pas exclusivement des politiques, mais aussi des gens qui, par leur expérience de terrain, je pense à ceux qui, dans la coalition du pouvoir de vivre, ou de Plus Jamais Ça, ont été de ceux qui ont fait des propositions en matière de logement, en matière d'équité sociale, etc., et qui peuvent demain être des instruments, pardon pour le mot, enfin en tout cas peuvent être des forces qui nous aident à relayer le changement dont nous avons besoin, dont les Français ont besoin pour sortir de cette torpeur et renouer avec peut-être l'état d'esprit qui fut celui du Conseil national de la résistance. Je pense à ce programme des jours heureux. Vous avez signé un contrat de législature, c'est comme ça que vous l'avez appelé. Quelle est la mesure la plus emblématique, selon vous, que vous avez proposée? Ouais, je ne sais pas s'il y en a une. L'idée, c'est de procéder en plusieurs temps. Un premier temps avec l'urgence. Et donc l'urgence, c'est les salaires. Et donc faire en sorte qu'on dégèle le point d'indice, que l'on ait une augmentation du SMIC de 200 €, qu'on ait la possibilité de réindexer tous les salaires sur l'inflation et donc permettre de relancer notre économie et de faire en sorte que nous puissions relancer la machine économique. Dans un deuxième temps, des réformes plus structurelles, des réformes qui permettent notamment de pallier la question du réchauffement climatique, parce qu'il y a une dette qui est insoutenable, c'est celle que nous ne pourrons jamais rembourser, qui est celle donc du défi climatique. Et donc nous devrons là orienter les filières, créer des filières nouvelles, permettre à la France d'être parfaitement souveraine sur le plan énergétique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que nous avons sous-traité à d'autres parties du monde, je pense aux Indiens, je pense aux Chinois, qui aujourd'hui sont ceux qui produisent des véhicules électriques, qui produisent les panneaux solaires. Donc nous avons besoin de recréer des filières et de les soutenir pour pouvoir être parfaitement indépendants sur le plan énergétique. Comment pouvez-vous rassurer les entrepreneurs et les PME qui s'inquiètent de votre programme économique, notamment de la hausse du SMIC ? Alors c'est très simple, la réalité c'est que ça va d'abord profiter aux PME et aux TPE qui vont retrouver un marché, qui vont retrouver des Français qui peuvent consommer. Et qu'il s'agisse de l'agroalimentaire, qu'il s'agisse de l'artisanat, qu'il s'agisse des travaux, y compris pour l'immobilier, eh bien tous ces gens qui n'avaient plus d'argent pour financer les travaux pourront le faire à nouveau et le feront parce que leur pouvoir d'achat aura été augmenté. Pour les PME qui sont les plus en difficulté, il y a plusieurs dispositifs qui seront mis en place. Prêt à taux zéro, possibilité d'accompagnement pour les entreprises les plus faibles, aide à l'investissement pour ceux qui ont besoin d'investir pour pouvoir justement capter ces nouveaux marchés et permettre aussi à nouveau d'embaucher, parce que c'est aussi l'objectif, puisque le marché se rétablit, puisqu'il y a à nouveau de la consommation, ça va permettre aussi d'embaucher. Vous présentez un programme finalement de rupture, vous l'avez annoncé, ça signifie quoi ? Ça signifie que depuis trop longtemps, nous avons connu les 30 glorieuses et nous sommes depuis longtemps dans les 50 piteuses. Et donc nous avons besoin de retrouver une capacité à emmener ce pays vers des jours heureux. Et ça suppose quoi ? Ça suppose tout simplement qu'on arrête d'enrichir les plus riches au détriment de tous les autres. C'est un principe assez simple. Comme le disait le président de la République, il n'y a pas d'argent magique. Et quand l'argent n'est pas magique, eh bien, ce que l'on ne prend pas aux plus riches, on le prend à tous les autres. Soit en les taxant, soit en diminuant leurs droits à la retraite, à l'assurance chômage. Et évidemment, nous, ce que nous voulons, c'est de redonner au plus grand nombre les conditions de la prospérité. Donc, c'est ça l'objectif et c'est ce que nous allons tenir parce que le programme que nous proposons
est profondément réaliste. Ce qui est irréaliste aujourd'hui, c'est de considérer qu'il n'y a pas de problème de cohésion dans ce pays. Or, ce que nous vivons, crise après crise, c'est un défaut de cohésion parce que ce pouvoir n'a eu Dieu que pour les plus riches. Vos adversaires vous collent l'étiquette d'extrême. Comment vous le vivez? Au même titre que le Rassemblement national. C'est un argument de campagne qui est dérisoire. Même le Conseil d'État a lui-même statué en expliquant que nous n'étions pas d'extrême gauche, mais de gauche. Même le ministre de l'Intérieur, dans la classification pour les élections législatives, n'utilise pas le terme d'extrême gauche pour le nouveau Front populaire. Et donc tout ça relève de la pure communication. Je vois bien ce qu'on essaye de faire, de dire que ce sera Jean-Luc Mélenchon le Premier ministre, que ce sera LFI qui détiendra tous les leviers du pouvoir, que ce sera les bolcheviks de retour, pourquoi pas l'Union soviétique et la charia, puisque ça a été les mots prononcés par Éric Zemmour. Rien de cela ne doit effrayer quiconque. C'est un gouvernement de gens responsables, avec des partis politiques qui se sont accordés sur un programme qui est validé par de grands économistes et qui va permettre aux Français de respirer. Comme souvent, un fait divers, l'agression antisémite d'une jeune fille à Courbevoie s'est invitée dans la campagne. Est-ce que vous le regrettez? D'abord, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait plus à avoir un crime antisémite et qu'on ait eu des enfants qui se soient livrés à ce viol collectif sur une autre enfant. Ça, c'est le drame absolu, la tragédie. Et jamais, à aucun moment, nous ne devons baisser la garde sur l'antisémitisme parce que nous savons qu'il est un mal récurrent et qu'il est malheureusement l'objet non pas simplement d'insultes, mais il peut aller jusqu'au crime de Mohamed Merah jusqu'à cette affaire de Courbevoie. Eh bien, nous savons que l'antisémitisme est un poison qui est malheureusement inoculé depuis longtemps et qu'il faut combattre de toutes nos forces. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi décidé d'un programme très net, à la fois sur le plan éducatif, sur le plan pénal et sur le plan de la protection des Français juifs pour faire en sorte qu'aucun d'entre eux ne se sente insécurisé dans notre pays. Est-ce que vous regrettez cette forme d'instrumentalisation de ce fait divers à des fins politiques? Je regrette toujours qu'on instrumentalise des drames, mais il faut aussi prendre conscience de ce qui existe. Et donc, moi, je suis parfaitement solidaire de cette famille, de cet enfant, et je crois que c'est utile de rappeler que l'antisémitisme conduit toujours, au bout du compte, au drame et à la tragédie. Et notre histoire, il n'y a pas besoin de la rappeler pour rappeler à quel point elle a pu être dramatique et que jamais, au grand jamais, nous ne devons remettre un doigt dans l'engrenage. Est-ce que certains membres de la France Insoumise, qui sont votre partenaire dans le nouveau Front populaire, sont antisémites, comme les accusent certains de vos détracteurs? Moi, je ne nouerai jamais un accord avec des antisémites. Et donc, s'il y a des gens qui se signalent par les paroles ou les actes antisémites, ils ne peuvent pas appartenir à ce nouveau Front populaire. Et ils doivent être exclus de manière immédiate. Et ça, avant l'élection, pendant l'élection, après l'élection, il n'y aura jamais aucune complaisance avec l'antisémitisme, ni d'ailleurs avec le racisme qui gangrène la société française. Et ce que nous voulons faire, c'est réparer justement les liens distendus. Il y a aujourd'hui trop d'affrontements, trop de conflictualité, et on a besoin d'une société qui s'apaise, qui retrouve le sens de la vie en commun. Et c'est précisément le but, le sens de ce que nous faisons ensemble avec le nouveau Front populaire. Justement, est-ce qu'on peut arriver à une forme d'apaisement avec François Hollande et Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que ce sont des atouts ou des boulets pour le nouveau Front populaire? Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Est-ce que vous avez envie de leur dire taisez-vous? Mais l'un comme l'autre montre que la réaction a été immédiate et unanime à gauche. Personne ne peut laisser penser que l'extrême droite au pouvoir, c'est une palinodie, que c'est pas si grave, qu'on verra bien plus tard, etc. C'est une expérience qui peut avoir des conséquences dramatiques pour une multitude de Françaises et de Français. Je prends un seul exemple, parce qu'il y en a tant à raconter, mais imaginez ces enfants, j'étais dans une école hier, non pas hier, avant-hier, et je voyais ces enfants qui sortaient de classe. Et pour une part d'entre eux, ils sont enfants étrangers, enfants de parents étrangers. Aujourd'hui, le droit du sol leur permettra à la majorité de choisir de rester français. Si demain, c'est le droit du sol qui est aboli, ce qui n'est jamais arrivé, c'est arrivé sous Vichy, le droit du sol est en réalité même pas un héritage uniquement révolutionnaire
de 1789, c'est un héritage plus ancien encore, puisque même sous la monarchie, on avait le droit du sol, eh bien, vous allez insécuriser des centaines et des milliers de jeunes Français qui n'ont connu que la France, vous allez en faire des apatrides, vous allez créer des enclaves d'étrangers en France, alors même que nous avons besoin au contraire de prendre tous ces talents-là et de faire en sorte que demain, ils nous servent. Donc moi je suis heureux de voir que toute la gauche a répondu et qu'elle a répondu présente dans ce combat essentiel. Plus des atouts que des boulets, finalement. Je pense que chacun doit conserver en fait sa place. Il y a aujourd'hui une nouvelle génération qui a pris les commandes des différentes formations politiques, qui a pris sa place dans le débat public. Et donc, puisque c'était le slogan de Jean-Luc Mélenchon au soir de la présidentielle de 2022, en appelant ceux qui viendraient après lui à faire mieux, eh bien, il faut que celles et ceux qui ont exercé le pouvoir, qui ont eu une forme d'imprimature sur les décisions, qui ont eu qui ont dominé la vie politique pendant de nombreuses décennies, eh bien aujourd'hui laissent la place à celles et ceux qui sont là et qui vont faire le travail et qui le feront de manière intelligente, en n'ayant pas de cadavre dans le placard et en ayant le sentiment qu'ils peuvent faire ensemble. Vous avez quand même été surpris par la candidature de François Hollande? J'ai été surpris au sens où je n'étais pas prévenu, puisque ce n'est pas lui qui avait été investi, mais un autre, et qui s'est substitué dans la dernière ligne droite à ce candidat. Mais je ne vois pas d'obstacle non plus à ce qu'il le soit. Et moi, je crois vraiment que nous avons besoin de toutes et tous. C'est pas comme si on était nous-mêmes dans une situation où nous avions un tapis rouge qui se déroule devant nos pieds et où il n'y avait plus que à attendre l'élection. Nous avons besoin que tous les combattants puissent se mettre au service de cette cause et de faire en sorte d'éviter l'extrême droite le 7 juillet. Faisons un peu de politique fiction. Quel profil devra avoir votre futur Premier ministre en cas de victoire du nouveau Front populaire? C'est simple, il devra, enfin simple si j'ose dire, mais il devra à la fois rassembler l'ensemble des parlementaires du nouveau Front populaire, donc être en fait au barycentre, et puis il devra aussi rassembler le pays, et donc il faut des profils, un homme, une femme, qui soient en mesure de rassembler son camp et de rassembler ensuite le pays, parce que nous avons besoin de rassembler le pays sur les bases qui sont les bases républicaines, les bases essentielles qui font en fait consensus normalement entre nous et qui sont aujourd'hui menacées par l'extrême droite. Ce pourrait être vous? Ça pourrait être beaucoup de monde, ça pourrait être moi, ça pourrait être d'autres. Moi, je ne suis pas dans un concours pour savoir qui, quoi, comment. Je suis pour une rentrée dans une logique parlementaire. Et la logique parlementaire, c'est qu'à un moment, on se décide non pas en personnalisant à l'excès l'élection, mais en faisant en sorte qu'il y ait un programme qui l'emporte. Et ensuite, on trouve celui ou celle qui est le mieux à même de l'incarner et de le porter aux yeux du public. Il faudra passer par un vote pour le désigner, comme vous l'avez suggéré? Je pense que ça peut se faire soit au consensus, ce qui peut arriver, soit s'il n'y a pas de consensus, effectivement, il faut qu'il y ait un vote, parce que pour que cette coalition soit durable, pour qu'elle puisse fonctionner, il faut que celui ou celle qui sera à Matignon ait la confiance du plus grand nombre pour pouvoir entraîner sa majorité, puis le pays. Croyez-vous encore au Front républicain pour faire barrage au Rassemblement national? Mais je ne sais pas ce que fera la droite, ce que feront les droites, mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas expliquer à longueur de journée que ce serait terrible si l'extrême droite arrivait au pouvoir et ne pas mettre ses actes en lien avec ses paroles. Et donc, pour ma part, évidemment, au deuxième tour, j'appellerai à voter pour tous les candidats républicains qui font face à l'extrême droite. Ça doit être clair et j'aimerais que le gouvernement soit aussi clair que nous le sommes. Parce que ils ont été élus à 2 reprises sur cette base-là et ce serait quand même scandaleux de voir que ces gens qui ont tant profité du Front républicain puissent aujourd'hui s'en détourner. Les triangulaires s'annoncent nombreuses en cas de forte participation. Quelle va être votre stratégie? La même que celle que je viens d'indiquer, c'est que moi je considère que quand il y a une menace réelle de voir l'extrême droite l'emporter, il faut que le candidat le moins bien placé se reporte sur le candidat le mieux placé pour l'emporter face à l'extrême droite. Si personne n'obtient la majorité absolue, ce qui est un cas probable, la dissolution n'aura servi à rien finalement. Que devra faire le président de la République? D'abord, ça dépend de ce qui va se passer. Il y a plusieurs solutions possibles. D'abord, une majorité absolue pour l'extrême droite, ce que je combats fermement, soit une majorité relative pour l'extrême droite, et je comprends que Bardella, dans ces cas-là, renoncera au pouvoir et devra, à ce moment-là, être appelé un autre parti politique pour tenter
de créer les conditions d'un gouvernement qui sera un gouvernement peut-être fait en fait, j'allais dire de briques et de broc, c'est pas le bon mot, mais qui serait un gouvernement certainement minoritaire, mais qui pourrait s'accorder avec une majorité dans l'hémicycle pour appliquer un programme minimum. Mais nous n'en sommes pas là, parce que moi, je me bats pour que le Front populaire soit majoritaire nettement au soir du deuxième tour, et je crois cela possible. Un gouvernement d'union nationale, c'est possible? Mais cette possibilité existe parce que, évidemment, à l'impossible, nous sommes toutes et tous tenus. Mais tout dépendrait alors de ce que seraient les conditions de ce gouvernement. Et il faudrait là être très clair sur la façon dont nous envisagerions les choses. Et moi, je ne suis pas prêt à renoncer à ce que nous portons. Je ne suis pas prêt à ce que la gauche se devienne supplétive d'un gouvernement qui a échoué et qui a été battu vertement aux élections européennes, qui le sera à nouveau aux élections législatives. Il n'est pas question un seul instant d'être la roue de secours du macronisme. Comment vous abordez le débat télévisé avec Gabriel Attal et Jordan Bardella? Et à quoi va-t-il servir finalement? Je l'aborde avec sérénité parce que je crois à ce que nous faisons, je crois aux besoins qu'ont des millions de Françaises et de Français de retrouver l'espoir. Et donc, j'irai en portant des convictions qui sont des convictions, j'allais dire, multiséculaires. Non, j'étais pas né. Mais enfin, en tout cas, j'irai avec les convictions humanistes, avec les convictions sociales, écologiques qui me portent et qui font que chaque matin, si je fais de la politique, c'est parce que je crois que nous devons effectivement changer la vie des gens, changer la façon d'aborder les grandes questions qui sont des questions nationales mais aussi européennes et mondiales. Je pense là évidemment aux questions écologiques et tout simplement approfondir la démocratie parce que à bien des égards aujourd'hui elle est mise en difficulté par un pouvoir qui est un pouvoir libéral et autoritaire. Dans votre circonscription, en Seine-et-Marne, le Rassemblement national est arrivé en tête dans 8 villes sur 9. Cela vous inspire quoi? Ça m'inspire le travail qui reste à faire. Mais quand il est en tête, ça ne veut pas dire qu'il est majoritaire absolu. C'est toujours la même chose. Quand la gauche se divise, elle ouvre des possibilités pour la droite ou pour l'extrême droite. Et quand elle se rassemble, elle peut aussi affronter cette extrême droite et l'emporter, ce que je crois, ce que je vais faire de toutes mes forces en menant campagne avec détermination dans cette circonscription jusqu'au bout. Alors, face à vous, il y aura notamment un candidat des Républicains qui s'est rallié au Rassemblement national. Est-ce que cela change la donne? Et qu'est-ce que ça traduit, ce type d'alliance? J'étais un peu, non pas surpris, parce que le maire de Seine-Port avait déjà donné sa signature pour Éric Zemmour lors de la présidentielle. Et donc je ne suis pas totalement étonné du choix qu'il a fait de se rallier avec Éric Ciotti au Rassemblement national. Je ne suis pas sûr que d'ailleurs, y compris les habitants de Seine-Port, aient validé ce choix de leur maire. J'ai juste... là où je suis étonné, c'est que aucun gaulliste ne devrait jamais se retrouver avec ceux qui ont pourtant tenté d'abattre le général de Gaulle. Aucun d'entre eux ne devrait se retrouver du côté de la collaboration, alors que le général de Gaulle était l'homme du 18 juin. Et c'est toujours un étonnement de ma part que de voir des gens qui, par stratégie électoraliste, par clientélisme, font ce choix qui est contraire à tout ce que le général de Gaulle a porté depuis toujours. Et donc, s'il y a encore des gaullistes dans ce pays, ils doivent se dire que c'est avec ceux qui ont porté le programme du Conseil national de la résistance qu'ils doivent se retrouver au premier ou au second tour, certainement pas avec ceux qui depuis toujours ont porté l'esprit de Vichy. Je rappelle que le RN a été fondé par d'anciens Waffen-SS, par d'anciens collaborationnistes, et que ceux qui ont été condamnés pour antisémitisme à de nombreuses reprises, ce sont les élus du Rassemblement national qui a bien du mal à faire le ménage dans ses propres rangs. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez gagner une 4e fois consécutive? Mais rien ne me le fait croire. En fait, moi, je m'en remets à chaque fois au choix de mes concitoyens. Et c'est eux qui ont toujours décidé si je devais être celui qui les représente ou pas. Je le fais avec modestie et je le fais aussi avec une ambition réelle, celle de porter leur parole. Mais je n'ai jamais cru que le débat était gagné d'avance. Et quand je fais campagne, j'essaye de convaincre le plus grand nombre parce que je sais que rien n'est jamais acquis et que la fonction
de député n'est pas un métier, c'est pas une carrière, c'est une fonction. Et donc, elle suppose de conserver la confiance des gens qui nous l'ont donnée. S'ils considèrent que je ne suis pas le mieux placé pour les représenter, je l'accepterai, comme j'ai pris avec beaucoup d'honneur et beaucoup de fierté le fait qu'ils me fassent confiance déjà à 3 reprises.